Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la gestion de projets organisé par Stratégie Formation. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. La gestion de projet, on le sait tous, c'est un levier qui est essentiel pour sécuriser des délais, pour structurer des actions ou garantir une réussite de projet dans les environnements complexes. L'objectif de cette session, c'est de pouvoir vous apporter des repères simples, des méthodologies concrètes et des outils directement applicables sur vos projets. Donc, je suis ravie d'être aujourd'hui accompagnée de notre expert en conduite de projet, Thibaut Carrier, qui partagera avec vous ses clés, son expérience terrain, ses bonnes pratiques avec des cas réels. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou bien en levant la main et activer vos micros pour que ce webinaire soit attractif. Et puis, je vous laisse maintenant avec Thibaut et je vous souhaite un excellent webinaire. Alors, moi, je m'appelle Thibaut Carrier, je suis consultant et formateur dans le domaine de management de la DSI, en fait. Donc, je fais de l'ITIL, de la gestion de projet, du Lean Six Sigma. Je fais de la formation et je fais du conseil. Et entre autres, actuellement, j'ai comme client l'entreprise Céline qui fait du luxe, en fait. Dans le but de pouvoir mieux accompagner mes clients, je me suis certifié en Lean Six Sigma par l'Université d'Oxford et j'ai été étudié au MIT en transformation des organisations complexes. On va parler de la gestion de projet aujourd'hui. Alors, il faut savoir que la gestion de projet, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. La gestion de projet, c'est un des moyens qui permet de dépasser les capacités humaines, en sachant que les capacités humaines, elles sont limitées par la durée de la vie, elles sont limitées aussi par la force musculaire qu'on peut avoir ou l'intellect qu'on peut avoir. On va donc utiliser la gestion de projet de façon à pouvoir créer des choses qui vont dépasser la capacité d'un seul être humain, en réalité. Un projet, quel qu'il soit, vous avez toujours 5 caractéristiques qui sont les mêmes. Un projet, c'est quelque chose qui va apporter un changement. Si vous essayez de faire un projet sans changement, ça ne marche pas. Donc votre projet, il va apporter du changement. Ce qui fait que votre plus gros souci dans la gestion de projet, ça va être la résistance au changement. Votre projet, c'est quelque chose qui doit être temporaire. Il a un début, un milieu et une fin. Si ça dure ad vitam aeternam, ce n'est pas un projet. Un projet, c'est quelque chose qui va impliquer des équipes qui viennent de plusieurs horizons et qui peuvent venir de plusieurs départements de l'entreprise, voire de l'extérieur de l'entreprise. Donc un projet est toujours transversal. Un projet, c'est quelque chose qui est unique, c'est-à-dire que ce projet, vous ne pouvez pas recopier un projet à partir d'un autre. Vous pouvez vous inspirer, mais un copier-coller ne marche pas. Et un projet, c'est quelque chose qui va apporter une incertitude. Alors, dans les projets qu'on fait dans l'informatique, en fait, on a très souvent des incertitudes. Et face à des projets qui sont incertains, on a développé plusieurs approches de gestion de projet. L'approche la plus connue, c'est ce qu'on appelle le projet séquentiel, c'est-à-dire qu'on va planifier notre projet et notre projet va suivre un déroulement qu'on a prévu. C'est le paradigme planifier, exécuter, contrôler. Si on est dans un environnement incertain, on va plutôt se mettre sur des approches itératives, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Dans ce cas-là, on va en permanence revoir nos livrables de projet pour voir ce qu'on peut fournir. Et comme notre monde est complexe aujourd'hui, on a des approches qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois séquentielles et à la fois itératives. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit une approche itérative ou une approche séquentielle? Eh bien, en fait, il y a un ingénieur de chez IBM qui s'appelle Dave Snowden qui a identifié ça par rapport à ce schéma-là, qui est une reprise de ce qu'on peut appeler souvent le canevas. Plus vous avez des besoins de conformité et plus vos exigences sont fixes, plus vous allez aller vers du séquentiel. Si vous avez un très, 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 très fort besoin de conformité, par exemple dans le domaine bancaire ou autre, dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans des projets où le risque peut être très important. Et à ce moment-là, il faut utiliser des méthodes spécifiques comme les méthodes qui viennent du Lean Six Sigma, le Do Make. Si par contre, vos exigences varient beaucoup, vous allez devoir faire de l'itératif, en fait. Et à partir du moment où vous n'avez pas besoin de beaucoup de conformité, pas de variation des exigences, à la limite, vous pouvez faire de l'hybride léger ou du séquentiel court. C'est ça qui change.
Alors, un des problèmes qu'on a dans la gestion de projet, c'est la différence entre ce que veut le client et ce qu'il va obtenir. J'aime bien ce petit schéma-là. Donc, le client, il va exprimer des besoins. Ce besoin, il va falloir qu'on le comprenne, on va le reformuler, et il va falloir essayer de comprendre quel est le besoin réel du client. Mais identifier le besoin réel du client, ça ne suffit pas en réalité. Parce que, au-delà du besoin réel du client, eh ben, on se retrouve dans une situation où il y a des réalités derrière notre gestion de projet qu'il va falloir prendre en considération. Donc, on va avoir des contraintes de temps, des contraintes légales, des contraintes techniques, des contraintes de compétences, des contraintes financières. Et toutes ces contraintes, ça va réduire notre horizon de projet. Et à la fin, une fois qu'on a retiré toutes les contraintes, on n'a que la partie centrale qui est là, qui en fait est l'univers réalisable du projet. Et donc, c'est dans cet univers qu'on va pouvoir justement faire notre projet. Donc, ignorer ces contraintes, c'est absurde parce que elles existent et elles sont là. À partir du moment où vous faites un projet, il faut comprendre qu'un projet, c'est euh, la focalisation de trois intérêts. L'intérêt du client, l'intérêt du fournisseur et l'intérêt de l'utilisateur. Le client, c'est celui qui va demander le projet, c'est lui qui paye généralement. L'utilisateur, c'est celui qui va utiliser ce que le projet va livrer. Donc, par exemple, sur une application, ça sera l'utilisateur de l'application. Le fournisseur, c'est celui qui amène ses compétences dans le cadre de la gestion de projet. Le client, il veut que ce soit quelque chose qui coûte pas cher. L'utilisateur, il veut que ce soit quelque chose qui marche et qui soit performant. Et le fournisseur, il veut que ce soit quelque chose qui corresponde à ses capacités. Donc, il faut arriver à équilibrer les besoins de ces trois parties prenantes. Si vous oubliez le client, vous vous retrouvez avec un projet qui ne sert à rien et qui ne sera pas utilisé. Si vous oubliez l'utilisateur, personne n'utilisera votre projet, même s'il est techniquement superbe. Si vous oubliez le fournisseur, vous allez vous retrouver avec un projet et personne n'aura les compétences pour pouvoir gérer ce projet, en fait, tout simplement, et pour pouvoir le faire avancer. Alors, on parle souvent de ce qu'on appelle le triangle d'or de la gestion de projet. Le triangle d'or de la gestion de projet, c'est quelque chose qui va à l'encontre des fantasmes souvent des clients. Le client, il dit oui, mais ça, de toute façon, vous allez le faire en un mois, mais on va réduire les ressources de 20%, mais il va falloir rajouter le périmètre de la sécurité parce qu'on ne l'a pas. En fait, un projet, c'est l'équilibre de trois ressources. Les délais, ça représente le temps qu'on va passer, les ressources nécessaires, donc les personnes, l'argent, et les livrables, c'est ce que le projet va livrer. Quand vous touchez à un de ces éléments, ça a obligatoirement un impact sur au moins un des deux autres. Si vous réduisez les ressources, il faudra augmenter les délais ou réduire les livrables. Si vous augmentez les livrables, il faudra augmenter les ressources ou réduire les délais. Si vous réduisez les délais, il faudra augmenter les ressources ou réduire les livrables. Vous ne pouvez pas agir sur un de ces éléments sans agir sur les deux autres. Et un bon chef de projet, quand on lui signale qu'on va réduire ses ressources, par exemple, ou réduire ses délais, eh ben, il va faire une évaluation pour savoir ce qui va se passer dans ces conditions-là. Alors, il existe plein de pièges dans le cadre de la gestion de projet. Le premier piège, c'est un piège que je pense, si vous avez fait un peu de gestion de projet, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le scope creep, le trou noir. À chaque comité de pilotage, le projet prend 10% de périmètre supplémentaire. Résultat, au bout de 3 mois, votre projet, il a pris 70% de périmètre supplémentaire et ça devient ingérable. Un deuxième piège, c'est un piège qui est le deuxième problème qu'on va avoir, c'est le piège du reste à faire. C'est-à-dire que dans le cadre de notre projet, on va se retrouver avec un reste à faire qui en fait est une illusion. Ce reste à faire n'existe pas en réalité, et comme ce reste à faire n'existe pas, on ne peut pas le gérer correctement. Il faut savoir que quand on a des budgets, on a tendance à suivre nos budgets et le fait de suivre nos budgets, ça nous permet de dire, en fait, il nous reste encore dans le budget, on a encore 3 mois. Et en réalité, il faut comparer ça par rapport à la progression de notre projet. Si notre projet n'a pas progressé correctement, on se retrouve dans une situation où il est impossible, en fait, de suivre le budget correctement. Et on a des dérives qui vont se faire au niveau de notre budget. Une autre erreur qu'on peut avoir, c'est le fait de penser qu'être chef de projet, c'est quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'il suffit de faire travailler les autres. En fait, c'est compliqué parce que les personnes que vous allez avoir dans votre équipe, ça peut être des personnes qui vont être en dehors de votre sphère de management. Et comme vous êtes en dehors de la sphère de management, vous ne pouvez pas avoir un réel pouvoir contre eux, en fait. Du coup, il va falloir être capable de les influencer. Et le pouvoir d'influence d'un chef de projet, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Un autre risque, c'est les coûts masqués. C'est-à-dire, vous avez des coûts qui sont liés à votre gestion de projet, et ces coûts-là, il se peut que vous soyez incapable d'arriver à les suivre, en fait.
Typiquement, c'est le coût du chef de projet en lui-même. Quand vous faites une réunion, cette réunion, elle vous prend du temps. Si elle vous prend du temps, elle vous prend de l'argent. Cet argent-là, il faut être capable de le mesurer, en fait. Donc, si vous n'avez pas calcul de ces coûts-là, eh ben, votre projet il coûte plus cher que ce que vous pensez et vous n'en avez pas le contrôle, en réalité, parce que vous ne mesurez pas ces coûts. Dans certains cas, ça peut être des coûts qui sont très, très importants. Le fait de dire, j'ai pas assez de ressources, je vais travailler le soir, je vais travailler le week-end et ça va me permettre d'atteindre mon objectif. Ben ça, c'est aussi une énorme erreur parce que là, tout ce que vous allez faire, c'est épuiser vos équipes en réalité. Un dernier piège, c'est confondre les charges et les délais. La charge, c'est l'effort nécessaire pour obtenir un résultat. Le délai, c'est le temps nécessaire pour pouvoir atteindre ce résultat. Par exemple, j'ai 2 jours de charge. Si je l'ai fait le vendredi et le lundi, je vais avoir un délai de 4 jours. Si je l'ai fait le mardi et le mercredi, je vais avoir un délai de 2 jours. Le fait de gérer des délais au lieu de gérer des charges, ça peut torpiller un projet, en fait. Alors, il existe des outils qui permettent de remettre les priorités dans le bon ordre quand on fait de la gestion de projet. Un de ces outils, c'est le cost of delay. Généralement, on a tendance à croire que ne rien faire, ça ne coûte rien. C'est pas vrai. Le fait de ne rien faire, de ne pas faire quelque chose, c'est quelque chose qui va avoir un impact financier. Sauf que cet impact ne sera généralement pas à court terme. Il sera à moyen ou à long terme. Le cost of delay, c'est un des plus gros pièges de la gestion de projet. Donc, quand vous faites un projet, vous devez faire une évaluation de qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe si je fais le minimum et qu'est-ce qui se passe si je fais le projet correctement. Et c'est ça qui vous permet de définir si votre projet il vaut le coup d'être fait ou pas, en fait. Alors, un petit mot sur la sous-traitance, parce que la sous-traitance, c'est un vrai sujet. Et dans nos entreprises, la sous-traitance, c'est quelque chose qui existe en permanence et qu'on va garder tout le temps. Donc, la sous-traitance, c'est le fait de transférer quelque chose à un acteur externe. Seulement, il y a des éléments auxquels il faut faire attention. Par exemple, à partir du moment où on sous-traite quelque chose, on reste responsable de l'exécution de cette chose-là. Donc, il faut s'assurer que notre sous-traitant est capable de faire ce que l'on avait prévu. En plus, ça peut amener des risques. Par exemple, si on a un sous-traitant, on peut avoir une perte de maîtrise. Et le sous-traitant peut se mettre à discuter directement avec votre client. C'est ce qu'on appelle le risque de substitution. Vous pouvez avoir une qualité difficile à piloter. Ça peut être quelque chose de très compliqué. En tant que chef de projet, vous allez avoir un vrai problème qui va être la posture que vous devez avoir en tant que chef de projet. Donc, il existe 2 grandes postures de chef de projet, le manager et le leader. Le manager s'assure que les activités opérationnelles sont réalisées dans les délais. Le leader va définir une vision et entraîner l'équipe avec lui. Voici quelques exemples de managers et de leaders. Alors, j'ai pris des trucs réels et des trucs un peu fantastiques. Si vous connaissez Game of Thrones, typiquement, Daenerys Targaryen, c'est un leader. C'est une leader. Elle est capable de fédérer des groupes hétéroclites et de les amener vers un objectif. Si vous êtes plus dans l'histoire, un leader extraordinaire, c'est Winston Churchill. C'est un leader et c'est un leader en temps de crise. C'est pour ça qu'à l'époque de la guerre, il est extrêmement performant, alors qu'une fois que la guerre s'est calmée, il perd toute sa valeur parce qu'on n'est plus en situation de crise, en fait. Le manager, le type même du manager, si vous suivez un peu la série The Office, c'est Michael Scott. C'est-à-dire qu'il gère une structure qui existe et son autorité, elle lui a été attribuée par la direction, en fait. Dans la réalité, un très bon manager, c'est Tim Cook, le patron d'Apple. Quelqu'un comme Steve Jobs était quelqu'un qui était un leader, très clairement, tandis que Tim Cook, lui, n'est pas un leader. Par contre, c'est un excellent manager. Il a donc réussi à optimiser l'excellence opérationnelle, en fait, d'Apple et à maximiser les profits de l'entreprise. Alors, en tant que manager, vous allez devoir évoluer, en tant que chef de projet, vous allez devoir évoluer vers différents types de management, en fait. Vous n'allez pas avoir en permanence le même type de management. Le type de management que vous allez appliquer va varier et va se changer, se transformer en fonction des situations que vous allez avoir. Il existe 4 grands types de management. Le premier, c'est le directif. Un management directif, c'est un management qui va être extrêmement contrôlant et qui va obliger de faire des choses. Si vous regardez un peu Elon Musk est quelqu'un qui a un management extrêmement directif, typiquement. Le management persuasif, c'est un management qui va donner des directives, mais qui va expliquer pourquoi on fait ces directives. Donc, il va essayer d'avoir un côté un peu leader et de fédérer les personnes autour de ça. Ça marche bien quand vous avez des débutants et que c'est des débutants qui sont motivés pour monter. Vous avez le management participatif, c'est-à-dire qu'il partage sa prise de décision
et il va prendre en compte les avis de son groupe pour pouvoir justement prendre sa décision. L'objectif du management participatif, c'est de rendre un groupe autonome. Quand votre groupe est autonome, vous pouvez passer sur un management délégatif. C'est-à-dire que vous allez confier les responsabilités à vos collaborateurs et c'est eux qui, de toute façon, vont devoir se débrouiller. Par contre, il ne va pas falloir aller les voir tous les 4 matins pour leur demander où ça en est. La formation du chef de projet, c'est ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais chef de projet. Typiquement, il y a un cas qui est intéressant, c'est le cas du projet Jiffy, qui est un projet de déploiement d'un ERP, SAP. Et en fait, ça a été fait parce que ça a été vu d'une manière purement technique. Et comme ça a été vu d'une manière uniquement technique, toute la partie gestion de projet n'a pas été vue. Donc le périmètre n'était pas bon, les changements n'ont pas été gérés correctement, on n'a pas fait d'accompagnement, il n'y a pas eu assez de tests, il n'y a pas eu une gestion de risque, les priorités changeaient en permanence et ils ont fait un déploiement en mode Big Bang. Le truc, c'est qu'avant le déploiement de SAP, Jiffy était une société qui était en pleine croissance. Après le déploiement de SAP, ils avaient plus de 117 millions d'euros de dettes. Et ça a augmenté par la suite. Donc le choix de chef de projet, la formation de chef de projet, ça fait partie des éléments qui sont indispensables pour pouvoir s'assurer que notre projet fonctionne correctement. Voilà. Donc ceci clôture ma petite présentation sur la gestion de projet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, on a une question ici, c'est comment expliquer à des personnes qui n'ont jamais travaillé en mode projet la différence entre délai et charge? C'est relativement simple en fait. La charge, c'est la quantité de travail nécessaire pour atteindre un objectif. Le délai, c'est le temps nécessaire pour atteindre un objectif. Donc, si vous avez, par exemple, vous devez, je ne sais pas, déployer des serveurs ou un truc comme ça, et vous savez que pour déployer ces serveurs, vous avez besoin de 4 jours hommes. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit un technicien qui travaille pendant 4 jours pour déployer ces serveurs. La charge, c'est 4 jours. Le délai, s'il commence à travailler le lundi, ça sera 4 jours. Par contre, si vous mettez 2 techniciens, ils peuvent travailler en même temps. Votre charge est toujours de 4 jours, mais votre délai descend à 2 jours, en fait. L'avantage de travailler par rapport à la charge, c'est qu'en gérant les charges, on peut réduire les délais sans augmenter les coûts. Vos 2 techniciens, c'est les mêmes, et vos 2 techniciens, ils vous coûtent la même chose. Donc, si vous avez 4 techniciens, eh bien, en fait, vous avez le même coût, qui est toujours que de 4 jours hommes, et le déploiement se fera en juste une journée. Alors, par contre, le piège, c'est que tout ne peut pas être parallélisé comme ça. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas paralléliser. Il y a un dicton qui dit que pour une femme, il faut 9 mois pour faire un enfant. Par contre, si vous prenez 9 femmes et que vous les mettez côte à côte, vous ne pourrez pas avoir votre enfant en 9 mois. Ça ne marche pas. Donc, il y a des choses qu'on peut paralléliser et des choses qu'on ne peut pas paralléliser. Et ça fait partie de l'expertise du chef de projet de le savoir aussi. Bon, ça a été très clair en tout cas. Merci pour la question. Alors, je vois qu'on a une personne qui est les RH et souvent la grande question, c'est pourquoi on formerait des gens à la gestion de projet. Donc, ce n'est pas une question qui a été posée, mais moi, c'est une question que je vois passer de temps en temps. Et c'est un truc qui est important. C'est-à-dire que souvent, on est dans l'informatique, on a des techniciens et on se dit, nos techniciens, ils savent faire de la gestion de projet. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, les techniciens sont des gens qui sont purement techniques. Donc, ils savent gérer des projets quand ça reste dans leur domaine technique. Par contre, les compétences de gestion de projet sont extrêmement spécifiques. Donc, si vous mettez quelqu'un qui a des compétences uniquement techniques sur des projets qui sont dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, vous avez 2 possibilités. Soit il réussit, et c'est super, soit il échoue et il part en dépression nerveuse. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses-là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir au moins un vernis pour les personnes que vous allez mettre dans la gestion de projet pour qu'ils puissent justement comprendre les bases et comprendre comment ça marche. Oui.
Tout à fait. Vous avez des appels d'offres qui sont tellement colossaux. Alors, la question, c'est la gestion de projet peut-elle s'appliquer tant à la réponse aux appels d'offres qu'à la vente B2C? Oui. Il faut savoir que quand vous répondez aux appels d'offres, vous avez des appels d'offres qui peuvent être tellement complexes que ça peut nécessiter un projet à part entière rien que pour y répondre. Des appels d'offres à tiroir ou des choses comme ça. Et quand vous avez un appel d'offres, 9 fois sur 10, la réponse que vous allez faire va inclure de la gestion de projet. Donc, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ça. Pour ce qui est du B2C, vous connaissez déjà plein de B2C dans lesquels la gestion de projet est présente. Par exemple, si vous achetez une maison, si vous faites construire une maison plutôt, ben vous avez de la gestion de projet, c'est du B2C. Votre maître d'œuvre, c'est un chef de projet, en réalité. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé partout et en permanence, la gestion de projet. La différence entre ce qu'on trouve dans les entreprises tech et les entreprises autres, c'est que le BTP, par exemple, a des normes très spécifiques et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans la tech, on peut faire un peu ce qu'on veut, il faut être réaliste. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Vous pouvez activer votre Ouais, micro et poser la allez-y, question. allez-y. Oui, c'est moi. Justement, par rapport à la formation de gestion de projet, parce que c'est vrai qu'actuellement, j'en recherche et c'est vrai que les programmes sont très généralistes. Est-ce qu'on peut former, par exemple, quelqu'un qui doit justement répondre à des appels d'offres dans le domaine de la construction et tout ça, et quelqu'un, par exemple, qui fait de l'informatique, parce qu'ils ont des attentes complètement différentes et pourtant, on nous propose le même programme de formation. Oui, parce que le programme de formation porte sur la compétence de gestion de projet. Et la compétence de D'accord, gestion de projet, le chef de projet n'a pas besoin d'avoir des compétences qui viennent du domaine dans lequel il est. C'est plus pratique s'il en a, ça lui permet de gagner du temps, mais ce n'est pas un prérequis. C'est-à-dire que quand vous construisez un bâtiment ou quand vous transférez un data center, c'est les mêmes techniques et les mêmes méthodes. Ce qui change, c'est l'aspect technologique qui va être associé à ça. Et pour ça, vous d'accord. avez déjà des spécialistes et des experts. Donc la couche qui manque, en fait, c'est la couche de gestion de projet, pas l'expertise technique. Donc si vous avez des gens qui sont techniques et que ces personnes-là, ils doivent répondre à un appel d'offres, vous leur faites faire un cours de gestion de projet et c'est quelque chose qui va très bien fonctionner parce que ça va leur permettre d'avoir une vision projet justement de tout ça. D'accord, très bien. Alors, je viens de voir une autre question. Je souhaite monter en compétence sur la gestion de projet. Quelle trame devrais-je suivre? Alors, vous avez plusieurs choses. Déjà, Stratégie Formation propose de la gestion de projet. Donc, il faut voir. Je ne sais pas si Aliès, tu fais du Prince 2. Si, pardon, je fais une phrase. Du Prince 2. Prince 2. Oui, c'est possible. On a déjà fait il y Bon, a 2 ans du Prince 2. alors, voilà. Donc, ça, c'est une première chose qu'il peut faire. Il existe globalement dans le monde, il existe 2 grands référentiels de gestion de projet. Le premier, c'est Prince 2. Donc, il y a l'avantage d'être quelque chose de très souple et de très rapide. Prince 2, vous arrivez au plus haut niveau de certification en 1 semaine, en 5 jours. Donc, c'est quelque chose, c'est une méthode anglaise. En ce moment, moi, je suis en train d'animer une formation Prince 2, justement. La deuxième méthode de gestion de projet qui est extrêmement connue, c'est PMP, Project Management Professional. Par contre, c'est une méthode qui est massive et qui est plus adaptée aux multinationales. Si vous voulez travailler dans une multinationale et que vous voulez vous vendre comme chef de projet, il vous faut du PMP. Par contre, si vous avez du PMP, il faut que pour passer la certification, il faut justifier de 3500 heures de gestion de projet dans les 2 années précédant le passage de la certification. Donc, c'est un truc qui est lourd et il faut plusieurs mois pour se former. Si votre objectif, c'est de mettre de la gestion de projet dans votre structure ou si c'est de vendre des compétences de gestion de projet à des clients, dans ce cas, du Prince 2 fera très bien l'affaire parce que le rapport coût-bénéfice est bien supérieur, en fait. PMP, c'est que les multinationales. Après, vous avez des méthodes de gestion de projet qui sont dédiées au développement IT, comme par exemple Scrum. Et dans ce cas-là, c'est des trucs qui sont dédiés spécialement pour le développement de logiciels. Donc là, on a 2 grandes certifications. On a Scrum Master, qui en fait est la personne qui va guider l'équipe Scrum pour lui expliquer comment on fait pour pouvoir gérer une équipe Scrum. Et vous avez le Product Owner qui est là pour définir les livrables qui seront créés lors de l'équipe, en fait, pendant l'exécution du projet. En plus, avec Agnès, on fait une autre formation
de gestion de projet qui est plus générique, qui s'appelle Manager un projet, je crois, tout simplement, Oui. et qui est un truc qui est dédié, Manager un projet IT, ça doit s'appeler. Et en fait, c'est un programme de formation qui est spécialement adapté à la gestion de projet IT et à cette approche-là. Et ça dure 3 jours. 3 jours. Par contre, c'est pas certifié. Alors, je vois une autre question, c'est parfois le chef de projet a les compétences techniques qui permettent de faire avancer. Est-ce que vous recommandez qu'il puisse intervenir sur ce projet sur l'aspect technique? Oui, il peut avoir plusieurs casquettes. Par contre, c'est un piège. C'est un piège. C'est-à-dire que le chef de projet, pendant qu'il fait de la technique, il ne fait pas de la gestion de projet. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que quand on a un chef de projet qui est technique et qui se met à faire beaucoup de gestion de projet, petit à petit, ses connaissances techniques se transforment en notions. Et il risque de prendre des décisions sur des éléments qui sont faux. Donc, il faut faire attention à ça, c'est un piège. Maintenant, si vous avez une équipe qui est une petite équipe et que dans cette petite équipe, vous avez un gars qui, lui, va faire de la gestion de projet, il peut tout à fait faire du technique et de la gestion de projet. C'est pas gênant. Mais il faut qu'il soit capable de séparer les deux dans sa tête, en fait. Beaucoup de remerciements. Ouais. Super, n'hésitez pas, donc un petit mot également. Donc nous, donc avec Thibaut et Stratégie Formation, en fait, on vous accompagne aussi dans des formations pour pouvoir personnaliser le programme et avoir des projets concrets. Donc éventuellement aussi, c'est possible de nous faire une demande. Donc pour une formation, par exemple, intra-entreprise, donc il y aura que les salariés de votre entreprise. Et on peut travailler sur des projets en interne avec vous et vous conseiller, vous accompagner sur voilà, la bonne démarche à prendre et à suivre. Et ensuite, ben, comme Thibault l'a dit aussi, on a aussi des programmes qui sont standards et là, ils sont applicables justement sur tous les projets. Donc, nous, on vous donne la méthodologie et vous l'appliquez chez vous en entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre mon petit mail dans le chat. Donc, pour ceux qui ont besoin de reprendre leur journée, leur travail ou bien la pause déjeuner, il est déjà midi 6 en Guadeloupe parce que Thibaut, il n'est pas sur place, il est sur l'Hexagone, donc il a plus Ouais. 6 en termes d'horaire. Moi, il est 18h. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va clôturer ce webinaire et ce replay. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez avoir un rendez-vous spécifique avec Thibaut et moi, n'hésitez pas, envoyez la demande par mail. On aura le plaisir de pouvoir, voilà, vous guider, vous accompagner, vous former. Et puis, merci à tous encore une fois d'avoir été présents sur ce créneau, d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour toutes les questions. Et on vous souhaite une agréable journée et à très bientôt, on l'espère. Merci beaucoup pour les retours, ça fait Merci à plaisir. tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée tout le monde. Merci pareillement. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Effectivement, le format, il est très court parce que l'idée, c'est de ne pas allouer beaucoup de temps sur vos journées, mais en même temps, voilà, un petit peu vous sensibiliser et puis échanger ensemble. Merci à vous. Bonne journée, tout le monde. Oups. Il faut se Ah, manipuler. tu peux parler, tu as levé la main. Le bouton participant est juste à côté. Je ne comprends pas pourquoi il y a des boutons copilote qui se mettent partout. Ah, sur
Teams. Je ne sais pas. Où ça? Bah, moi, sur mon chat, là, j'ai un bouton copilote. Bon, on n'est plus